Mesdames et messieurs, nous voici à nouveau pour une nouvelle discussion autour de l'actualité nationale. Nous allons dire deux mots au sujet de l'ouverture et de la fermeture aussitôt du procès tant annoncé et attendu de Steve Amoussou, que le procureur spécial de la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, présente comme l'anonyme chroniqueur sur Internet qu'on connaît sous le pseudonyme de Frère Rouvi. On dira aussi deux mots à propos de la rentrée judiciaire à effectuer la semaine écoulée avec beaucoup de chiffres donnés ça et là publiés dans les journaux. Et enfin, on dira deux mots au sujet donc de cette campagne tenue pendant le mois d'octobre, notamment le mois du consommant local. Cela fait 5 ans déjà que les ministres en charge du commerce de l'UEMOA se sont engagés à célébrer justement les productions locales. On dira deux mots à ce propos. Bienvenue à tous. Alessi Carlos Oké, bonjour, bienvenue. Bonjour Tanguy. Alors donc on va commencer par le tout premier sujet. Il s'agit justement de celui judiciaire et très annoncé et attendu à la fois. Le procès Steve Amoussou, présenté comme Frère Rouvi, en tout cas, quand on croit à la version du procureur spécial de la CRIET. Aussitôt ouvert, aussitôt fermé le procès. Oui, parce que pour ce que nous avons pu enregistrer, les avocats n'étaient pas tous présents. Et M. Baparapé qui a demandé au juge de bien vouloir mettre le dossier de côté en attendant que ses collègues le rejoignent n'a pas eu gain de cause parce que le juge, pour une raison qu'on ne maîtrise pas trop, mais qui certainement subodourait une manœuvre dilatoire, a décidé de renvoyer tout simplement le dossier et de renvoyer Steve Amoussou en prison en attendant très probablement un complément d'information. On dira que ça commence très bien, en tout cas, puisque c'est un dossier judiciaire et politique à la fois, et donc la polémique va commencer à se tirailler suffisamment. Non, mais en fait, je pense qu'il n'y a plus trop de tiraillement, parce que vous verrez bien que depuis que cette affaire a été rejeté, il n'y a plus vraiment de débat autour de cette question, pour la simple et bonne raison que il y a de moins en moins de suspense autour de cette affaire, étant donné que par le passé, un certain nombre de personnes qui devaient en principe par leurs actions soutenir Steve Amoussou l'avaient plutôt désigné comme Frère Rouvi avant de se raviser et de changer de tactique. Alors aujourd'hui, il y a très peu de gens qui doutent de ce que Frère Rouvi soit encore dans la nature et ait décidé de se taire complètement. Ça peut peut-être être c'est pourquoi la défense a choisi peut-être d'aborder ce procès sous ce temps-là, à savoir renier un peu l'identité de celui qui posait la voix et qui passait ses chroniques. Mais quand on voit vraiment le fond, comment est-ce qu'on peut comprendre justement que des avocats qui quand même se sont constitués et ont eu le temps de flirter avec le dossier, soit en retard, soit disent ne sont pas au courant du contenu du dossier. Stratégie? Stratégie. Et c'est sur cette base-là d'ailleurs que le juge a estimé qu'il ne pouvait pas laisser prospérer cette stratégie qui avait tout l'air d'une manœuvre dilatoire, parce qu'il semble que les avocats de la défense avaient besoin de gagner du temps, et tout en gagnant du temps, ils ne voulaient pas que ce soit eux, par les faits, qui renvoient leurs clients en prison. Il fallait donc que ce soit le juge qui prenne cette décision-là en constatant qu'il y avait une situation qui l'obligeait à le faire. Et donc, Steve Amoussou est retourné en prison pour certainement donner le temps aux avocats de mieux se préparer. Peut-être que le côté accusation aussi n'a pas tous les éléments, étant donné que on a vu les conditions dans lesquelles on est allé les chercher, mettons à Lomé. On a vu aussi la forme qui a entouré, je dois dire, son retour forcé à Cotonou. Tout cela n'a pas pu certainement permettre de réunir des éléments.
Non, mais je pense qu'aujourd'hui, la technologie a atteint quand même un certain niveau qui permet d'identifier une voix avec une empreinte de voix avec autant de précision qu'une empreinte digitale. Et même si la police béninoise n'était pas aussi bien équipée, il est loisible au juge de faire appel à une compétence extérieure. Donc, quant à prouver on va dire, la dualité de la personnalité de M. Steve Amoussou, ça ne devrait pas être un gros problème pour l'accusation. Mais moi, je pense que la manière la plus simple pour tout le monde d'en finir avec cette affaire, c'est peut-être que Frère Ronvi, un de ces 4 matins, nous pondre une de ses chroniques dont il a le secret et qui démontrerait à tout le monde qu'il est toujours dans la nature et qu'on ne l'a toujours pas pris. De cette façon, Steve Amoussou serait innocenté et je pense qu'il sortirait même du tribunal avec les excuses du procureur. En tout cas, Steve Amoussou, enfin je veux dire, sauf que là, Frère Ronvi est improbable depuis le jour où Steve Amoussou a été... Ce n'est pas une preuve suffisante. Ça peut être aussi une stratégie pour Frère Ronvi s'il en avait... Et peut-être qu'il attend de bosser à atteindre certains niveaux pour confondre on verra bien. Mais pour ce qui est en tout cas de donner la preuve matérielle que les voix que nous entendions étaient les voix de telle personne, ça ne pose pas véritablement de problème aujourd'hui parce que la technologie le permet. Je disais que ce dossier enjambe deux domaines, la justice et le politique. Nous sommes inexorablement en train de nous acheminer vers 2026, qui est quand même un grand tournant. Est-ce que cette saga, ce qui s'annonce comme une saga judiciaire, parce qu'on a quand même déjà 2 volets, on ne sait pas ce que la suite va nous réserver, est-ce que ce qui s'annonce comme une saga judiciaire, politico-judiciaire, va influencer, je dois dire, le comportement des acteurs politiques sur la scène politique en attendant 2026? Pas fondamentalement. Mais je ne vois pas très bien comment ça pourrait l'influencer. Peut-être si on s'en... On a déjà vu les militants, les démocrates avoir quand même une attitude, même s'ils se sont avisés après. Ils se sont avisés et moi je suis allé visiter leur page encore tout récemment et il s'y trouve encore un communiqué dans lequel eux autres sont très affirmatifs. C'est Frère Ronvi qui a été arrêté. Pour eux c'est clair. Et c'est encore sur leur page Facebook. Et donc moi je considère que les démocrates avaient peut-être... trop vite fait d'aller en besogne et qui se sont ravisés après en constatant que c'est pas eux qui doivent nous amener qui est tel citoyen ou tel leur stratégie enfonçait plus celui qu'ils prétendaient défendre qui ne l'aidait vraiment. Donc je pense qu'ils ont compris qu'ils avaient commis une erreur et que bon, ils ont freiné des 4 fers pour l'instant et ils observent ce que la justice pourrait décider par rapport à cette affaire. Est-ce que vraiment la stratégie avait dans le fond nuit, je dois dire à Steve Amoussou, Frère Ronvi? En tout cas, je crois que la lettre qu'on aura donnée quand même a permis, étant donné que ce n'est pas des forces républicaines qui sont allées chercher Frère Ronvi, peut-être donner une chance à Frère Ronvi d'être encore vivant, ou à Steve Amoussou d'être encore vivant, parce que non seulement c'est la nuit qu'on est allé le chercher, mais on est allé le chercher au-delà des frontières, par des méthodes qui ne sont pas, en tout cas, reconnues officiellement par la République. La preuve, la justice a quand même tranché sur ce volet-là. Bon, la justice a déjà tranché là-dessus. Je pense que ça me serait plus utile de faire une polémique autour d'une question qui a déjà été jugée. Peut-être pas de la façon dont beaucoup de gens auraient bien voulu voir les choses se faire, mais à partir du moment où la justice s'est déjà prononcée là-dessus, je pense que c'est une affaire qui est derrière nous. On attendra de voir ce que ça va donner, ce procès donc de Steve Amoussou présenté comme Frère Ronvi. Procès ouvert lundi sur dernier et rapidement reporté. On attend donc de voir en novembre prochain ce que diront en tout cas les 2 parties par rapport à l'affaire. On va passer à notre deuxième sujet. On va pas s'éloigner du monde judiciaire. On va passer donc à notre deuxième sujet. La rentrée judiciaire s'est effectuée il y a quelques jours avec des chiffres assez intéressants proposés notamment par le président de la Cour d'appel. Et c'est des chiffres assez qui nous donnent une idée de ce qui se passe dans le monde judiciaire concrètement. Effectivement, nous avons enregistré de la part du président un certain nombre de chiffres et moi je dois dire d'ailleurs que son discours a été un discours véritablement révolutionnaire en ce que il a donné un aperçu de ce qui s'est fait. Il a souligné à grands traits
les insuffisances et les problèmes dont souffre la justice, et il a fait une projection sur l'avenir en essayant de dire ce que chacun devrait pouvoir faire pour que les justiciables puissent mieux se porter et que la justice elle-même puisse mieux se porter. Alors, si on s'en tient à ce que les journaux ont publié par rapport à ces chiffres, je crois qu'il y avait, je vois, 27 468 affaires en gros, pour ce qui concerne les 5 tribunaux de... Les 6 tribunaux de première instance. Et globalement, on va retenir que ça fait 59,89%. Je crois que c'est ça, 59,89%. Et alors, quand on considère ça, ça veut dire quoi? Que c'est à peine la moitié des affaires de dossiers en instance qu'on a pu examiner. C'est vrai que, eu égard au nombre de magistrats que nous avons et qui se rétrécit drastiquement, eu égard au fait qu'il y a des cas de maladie, il y a des cas d'indisponibilité de tout genre, eu égard à ce que nos magistrats ne sont pas des robots et que quand même, ils ont un seuil de fatigabilité dont il faut tenir compte. Il y a quand même, au-delà de tout ça, le fait qu'il y a le sort d'un certain nombre de compatriotes qui se jouent et que ces compatriotes-là ne sont pas fixés sur le sort à partir du moment où le juge ne s'est pas saisi de leur dossier et n'a pas statué là-dessus. Donc, il y a pratiquement la moitié des personnes qui sont dans les maisons d'arrêt, qui sont en attente d'un jugement qui ne viendra peut-être pas de sitôt, parce qu'on ne sait pas encore si, au cours de l'année prochaine, on pourra vider... ça va être certainement une autre moitié, et alors qu'il y en a d'autres qui s'ajoutent. Et je pense que par rapport à ça, il est important que la maison justice effectivement fasse une introspection pour trouver les formules pour que les personnes qui sont en attente de jugement soient la singularité ici de cette affaire, c'est que ce sont les acteurs eux-mêmes qui en parlent déjà, parce qu'avant on faisait de la question des difficultés au sein de la maison de justice, des questions assez taboues et difficiles d'accès au public béninois. Et je pense que d'ailleurs, même lorsque le public se plaignait, personne véritablement ne s'émouvait. Donc on ne prenait pas très au sérieux les revendications que le petit public pouvait avoir à faire par rapport aux difficultés que nous avons au niveau de la justice. Mais lorsque c'est le président de la Cour d'appel lui-même qui, dans un discours inaugural, fait ressortir, je vais dire, les tares et les imperfections dont souffre la maison de justice, ça interpelle. Ça interpelle parce que si lui, il en arrive à parler, c'est parce que ça constitue véritablement un goulot d'étranglement qui empêche la justice par elle-même d'être efficace. Si déjà, au niveau de la machine, il y a de la grippe, ça veut dire que ce n'est pas forcément le nombre de magistrats qui fait défaut, ce n'est pas forcément, on va dire, le nombre de dossiers à étudier qui est le problème, c'est peut-être parce qu'à l'intérieur de la maison de justice, à l'intérieur de tout l'écosystème judiciaire, il y a des problèmes qu'il faut absolument régler pour que les dossiers puissent se régler avec plus de célérité. Et on verra que dans tous les corps de métier qui composent cette justice, il y a des problèmes. Oui, justement, quand on lit un peu le discours du président de la Cour d'appel, on a quand même que chaque élément de la chaîne qui conduit à l'aboutissement d'un procès, chaque élément présente des faiblesses de nature totalement différente de ce à quoi on pensait. Vous aviez commencé à évoquer tout à l'heure, je dois dire, la faiblesse numérique des magistrats, alors même que pour le diagnostic présenté par le président de la Cour d'appel, le problème est ailleurs aussi. Donc, on méconnaît, on ne connaît pas suffisamment les problèmes de la maison de justice, apparemment en dehors. Non, mais en fait, eux-mêmes, ils connaissent bien leurs problèmes. Et je pense qu'ils n'en parlent pas suffisamment. Et de l'entendre de la bouche de ces grands magistrats fait qu'on a le sentiment aujourd'hui que quand même, quelqu'un essaye de mettre les pieds dans le plat pour faire en sorte qu'au moins, on s'intéresse au problème de la justice. Quand on prend le corps de magistrats, par exemple, à en croire le discours du président de la Cour d'appel, on a beaucoup de problèmes, par exemple, le non-rendez-vous, le non-respect des rendez-vous judiciaires. De la part des magistrats, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Qu'il y ait des rendez-vous judiciaires et que
le magistrat soit absent, moi je pense que... Peut-être qu'il est appelé sur d'autres fronts. Il y a un certain nombre de facteurs. Bon, la maladie peut arriver, on peut dire que... La sollicitation ponctuelle et hiérarchique. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Il peut aussi arriver que le magistrat soit vraiment épuisé et qu'il ne puisse pas venir. Mais je pense que ça fait partie de ces problèmes qui ne devraient pas exister. Que nous ayons, parce que le justiciable qui a tout son espoir dans l'audience qui aura lieu demain, et qui se voit toutes ces activités en prison pour 15 jours juste parce que le magistrat n'a pas pu venir. Vous voyez, ça pose un gros problème. Et ça, il faut essayer de faire en sorte que nous ayons de moins en moins ce genre de problème. Mais à quel niveau ça va se régler? Moi, j'en sais rien. Le président de la Cour d'appel en parle, ça suppose que il sollicite de la part de tout le monde et même de l'appareil judiciaire lui-même un concours pour que ce genre de choses cesse. Bon, alors nous avons des délibérations qui tiennent le même jour que l'audience et qui entraînent le retard dans le démarrage des audiences. C'est-à-dire que le magistrat se croit obligé de vider tout le même jour et le même dossier le même jour, alors qu'il a d'autres rendez-vous qui attendent. Voilà, d'autres rendez-vous qui attendent. Ensuite, il y a les renvois répétés. Et ça, c'est le président qui le dit. Les renvois répétés qui sont opérés et qui impactent négativement le traitement des dossiers dans un délai raisonnable. Donc, c'est qu'on peut régler en un mois. Ça a commencé avec le premier sujet qu'on a évoqué. Exactement. Donc, à peine qu'on commence le procès, que déjà, on commence à le renvoyer et on ne sait pas. C'est pareil pour tous les procès que nous avons connus. Je crois que la plupart des procès, d'ailleurs, ça a toujours commencé comme ça. Voilà. Donc, il y a le manque de clarté dans certaines décisions. Que des magistrats prennent des décisions qui ne sont pas d'une clarté limpide, ça pose un problème parce que dans l'application, il y aura des litiges, il y aura des problèmes. Vous voyez? Donc, la non-disponibilité des arrêts. Alors ça, c'est assez sérieux comme problème. C'est-à-dire qu'il y a des arrêts. Il y a des décisions qui sont prises. On a des décisions qui sont prises. D'une part, ça c'est un problème administratif peut-être, et ça ne dépend pas forcément des magistrats parce que... Non, je pense que c'est parce que le magistrat n'a pas fait le dépôt, a fait la démarche pour déposer sa décision. Il devrait être assisté d'un greffier et que peut-être c'est au niveau du greffier qu'il faut aller rechercher cette défaillance-là. Bon, toujours est-il que... Vous êtes condamné, vous ne savez pas par quel acte on vous condamne. Il y a la non-tenue régulière des sessions criminelles. Et ça, c'est un problème sérieux. C'est aussi sérieux que le constat que fait le président, parce qu'il dit que la défaillance des conseils constitués d'office dans les cabinets d'instruction pour les sessions criminelles fait que les sessions n'arrivent pas à se tenir. Mais quand les sessions criminelles ne se tiennent pas, ça veut dire que les criminels sont dans une maison d'arrêt sans jugement et ils sont là sans savoir quel est leur statut. Et ça, c'est assez délicat comme situation parce que ce sont ces criminels-là qui contaminent les autres détenus qui ne sont pas forcément... Oui, mais s'ils sont condamnés et que le procès se tire rapidement et qu'ils sont condamnés, ils vont continuer à rester là. Donc, ils vont continuer à former les autres. Non, déjà que nous n'avons pas de besoin d'arrêt à part et de prison vraiment à part, ça pose déjà un problème. Mais en principe, ça devrait être le cas. Les criminels reconnus comme tels doivent être isolés. Encore qu'un criminel, même dans une maison d'arrêt, est susceptible d'être innocent. Vous voyez? Donc, à partir du moment où on ne tient pas la session criminelle, on ne sait pas qui est qui et on ne sait pas qui fait quoi. Il paraît que dans l'exercice précédent, c'est la cour d'appel, c'est le tribunal de Pobet seul qui a tenu une session criminelle avec un seul dossier enrôlé. On ne peut pas comprendre ça. Vous voyez? Donc, ça veut dire que les criminels ne connaissent pas leur sort, mais les petits cybercriminels, eux autres, on se l'évacue rapidement comme il faut. Moi j'ai noté, entre autres éléments relevés par le magistrat, un fait qui m'a paru quand même assez bizarre. Un avocat qui ne vient pas au rendez-vous, par exemple, de session, et qui est absent, qui est en retard, et qui... Il paraît même qu'il y a des avocats qui ont été prévenus par les familles, qui ont donné leur accord et qui
au moment de l'audience n'apparaissent pas. Ouais, comment ça peut expliquer peut-être autour de charge, peut-être le fait que cet avocat a beaucoup de dossiers et qu'il est obligé d'être au four et au moulin. Et même si c'était le cas, je pense qu'il y a des assistants qui en principe doivent prendre le relais, mais qu'ils soient totalement absents, alors qu'en réalité, ils ont été constitués. Et ça pose un petit problème. Et je pense que les différents ordres devaient travailler à ce que chaque corps de métier puisse exercer de manière convenable. Je n'ai pas envie de donner cette impression que décidément on a des soucis au niveau de la maison de justice, parce que déjà même avant cette sortie du président de la Cour d'appel, on avait déjà que les syndicats de la maison, ma foi, se plaignaient, mais eux, leur situation, c'est une question liée à leur carrière et à leurs conditions de travail. Quand on met les deux éléments côte à côte, on doit véritablement dire, et sans avoir peur de mots, que la justice est malade au Bénin. Je pense que c'est un euphémisme. La vérité, c'est que la justice souffre véritablement d'un mal chronique, et que au-delà du fait qu'il n'y a pas suffisamment de personnel pour régler les problèmes, il y a que les acteurs eux-mêmes ne font pas tout ce qu'ils ont à faire avec toute la conscience que cela nécessite, parce que c'est le sort des êtres humains qui sont entre leurs mains. C'est le sort des êtres humains qui est entre leurs mains. Et c'est le destin des êtres humains qui est entre leurs mains. C'est la liberté des êtres humains qui est entre leurs mains. Et à partir de ce moment, je pense qu'ils travaillent sur l'une des matières les plus sensibles qui soit sur Terre, et que par conséquent, ils devraient faire en sorte que les personnes qui sont en prison ne soient pas en prison parce qu'on n'a pas pris de décision. Il faut que ces personnes soient en prison parce qu'on a décidé de les garder en prison. Voilà. Donc, quand je considère les avocats, par exemple, il y a aussi à ce niveau-là un certain nombre de dysfonctionnements qui dépassent ce que nous avons dit tout à l'heure. Parce que, en dehors de l'absence, il paraît que les parties, comme je le disais tantôt, les demandes répétées de remise de cause. C'est-à-dire que, comme on l'a vu dans les précédents, c'est l'avocat qui, par des artifices, oblige le juge à faire des reports. Peut-être qu'il n'a pas suffisamment plus de temps pour le dossier, ou bien qu'il n'a pas la parfaite maîtrise de la situation, ou encore que peut-être il est presque sûr d'échouer en allant au charbon. Et donc, oui, bon, lui, il considère peut-être que c'est dans les reports qu'il peut gagner du temps. Or, je pense que ces reports se font avec une telle légèreté qu'on n'a pas le sentiment que les personnes qui sont concernées ont, je vais dire, que la vie des personnes qui sont concernées est directement impactée par cette décision. Oui, mais c'est bien beau de dire tout ça, de montrer que ça va mal, mais il faut prendre des décisions et commencer déjà à son propre niveau. En tant que président de la Cour d'appel, il y avait quand même un rythme qu'on peut imprimer à une équipe qui est sous son ordre, etc. Et je ne sais pas s'il faut organiser des audiences foraines ou des tours surprises dans les bureaux pour voir qu'est-ce qui se passe. Comment est-ce qu'on peut régler cette affaire? Parce que c'est quand même la justice. Bon, alors, comment est-ce qu'on peut régler ça? Très honnêtement, moi, je ne saurais pas vous le dire, parce que ce sont quand même un certain nombre de corps constitués qui sont à la manœuvre, et que le président de la Cour d'appel, lui, n'appartient qu'à un seul corps. Il ne peut pas présider l'ordre des avocats, il ne peut pas présider l'ordre des huissiers. Voilà encore d'autres personnes qui créent un véritable dysfonctionnement dans le service judiciaire, parce que les huissiers, paraît-il, ne libèrent pas les loyers, ne font pas clôture des sessions de succession, parce que ça leur permet de rouler carrosse sur le dos des héritiers. Donc il y a tellement de choses qui font que aujourd'hui, au niveau de la justice, le citoyen se sent frustré, et parfois devant un certain nombre de décisions se sent totalement floué et ne sait à qui s'adresser, parce que sur toute la ligne, ces problèmes se posent du sommet, enfin je vais dire de la base jusqu'au sommet. Oui, mais s'il y a quand même une autorité qui est transversale à tous ces corps de métier, c'est quand même le garde des Sceaux, c'est aussi le gouvernement qui pourrait quand même songer à mettre peut-être les pieds dans les plats. Mais on n'a pas l'impression véritablement qu'on est engagé, en tout cas pour les gouvernements qui se sont succédés à la tête du Bénin depuis un certain nombre d'années, on n'a pas vraiment l'impression qu'on peut s'engager et faire la lutte ouvertement. Je crois qu'il y a
cas quand même, Marie-Lise Bédot qui, à un moment donné, a mis les pieds dans les plats. On sait ce que ça a donné à la fin, surtout avec les magistrats qui sont tout de suite allés en grève. Ça n'a pas bougé outre mesure, de sorte qu'on tourne en rond, on connaît les problèmes, on a même le courage de venir en parler sur la place publique, mais on n'a pas les solutions, sinon on a les solutions, mais on ne peut pas les appliquer. Bon, je pense que c'est une question de volonté politique. C'est le gouvernement qui détermine la politique judiciaire. Oui. Et c'est le gouvernement qui prend les dispositions pour que sa politique judiciaire puisse être implémentée. Donc, si le gouvernement le décide, je crois que ce qui doit être fait sera fait. Je me rappelle bien que sous le général Mathieu Kérékou, il y a un certain nombre de magistrats, un peu plus d'une dizaine, je crois, qui ont été envoyés en prison le même jour dans le cadre d'une affaire de corruption. Donc, non, quand le gouvernement le décide, je pense qu'il y a moyen de régler les problèmes, bon, même peut-être pas entièrement, mais au moins sur le plan fonctionnel, de manière à ce que, bon, le citoyen puisse sentir que la justice est un peu plus équitable, un peu plus, comment dire, plus fonctionnelle et permet avec une certaine célérité de régler les problèmes. Il y a des problèmes qui sont réglés avec célérité. C'est que ces problèmes-là n'impactent pas toutes les personnes qui sont concernées. C'est seulement des catégories données qui sont rapidement évacuées. Aujourd'hui, vous envoyez quelqu'un à la criette, on ne tarde pas à le juger. Mais bon, au niveau des tribunaux ordinaires, c'est pas la même célérité et c'est ça le problème. On peut comprendre que peut-être là-bas, la faiblesse, donc le manque personnel, etc., peuvent être des éléments qui font que ça traîne. Et peut-être aussi qu'à la criette, on a suffisamment enfin, de lumière ce soir pour ne pas faire traîner un certain nombre de choses. En tout cas, on espère que des décisions vont venir pour arranger ce qui se passe dans le monde de la justice. On va passer à notre troisième sujet. On parlait du mois du consommation local. C'est le mois d'octobre. Il y a 5 ans que les ministres en charge du commerce des pays membres de l'UEMOA se sont retrouvés à Ouagadougou pour décider désormais de consacrer un mois au cours de l'année à tout ce qui se fait sur place dans ces pays-là et travailler à leur consommation par les populations sur place. Ça fait 5 ans. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a bougé ? Que ça a changé, quelque attitude que ce soit, à part justement les moments où il faut lancer officiellement la... Oui, j'ai l'impression qu'on s'offre un petit mois de kermesse par an pour se réjouir un tout petit peu autour d'un thème qui en réalité ne concerne pas tous les citoyens. Parce que je ne crois pas que dans les ménages aujourd'hui on ait le sentiment que nous sommes dans un mois de consommation locale et que bon, il faut au cours de ce mois, au moins, changer les habitudes alimentaires, changer les habitudes vestimentaires, changer quoi que ce soit. Donc, à partir du moment où la masse n'est pas concernée par une manifestation de cette nature-là, c'est que c'est un peu comme une petite réjouissance entre amis, ou entre copains, ou entre personnes intéressées, ou entre partenaires, pour donner, on va dire peut-être, pour donner caution ou satisfaction aux personnes qui pensent que, logiquement, en faisant ce genre d'activité pendant un mois, on finit progressivement par instiller dans la tête des gens qu'il y a quand même nécessité à réfléchir à la manière dont nous consommons les produits des autres et commencer par consommer nos produits à nous. Mais moi, quand je regarde et que je fais le bilan depuis 5 ans, je pense qu'il y a beaucoup de Béninois qui vous diront qu'ils n'en ont jamais même entendu parler. Et c'est ça tout le temps. Ah oui, sérieusement, malgré tout le battage médiatique? Mais le battage médiatique, c'est pourquoi je vous dis, si vous ne constatez pas dans les maisons qu'on a quand même décidé de célébrer quelque chose, le jour où on fête l'indépendance au Bénin, tout le monde fait quelque chose chez lui qui donne le sentiment que bon, c'est quand même un jour spécial. Bon, alors pendant le mois du consommation local, il n'y a rien qui change du tout. Les mêmes poulets congelés sont à la consommation, les mêmes bouillons sont à la consommation, les mêmes riz importés sont à la consommation, les mêmes vêtements importés sont à la consommation. Bref, rien, absolument rien ne change, à part qu'il y a une foire, et au cours de cette foire, il y a des exposants, 250 a-t-on annoncé cette année, qui iront proposer des mets, des produits transformés sur place ici, qui ne concernent que l'alimentation, qui ne concernent que les arts, les petits produits d'art, et qui ne concernent que le spectacle. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que le nombre que nous sommes peut
changer complètement la structure économique du pays, ne serait-ce que par l'adoption d'une certaine habitude alimentaire. En décidant aujourd'hui de consommer abondamment ce qui est produit chez nous et de transformer ce qui est produit chez nous pour que nous le consommions nous-mêmes, nous créons à coup sûr une plus-value qui fera, qui se ressentira sur l'économie nationale. Mais on n'en fait pas suffisamment. Une foire qui a été décidée, c'est vrai, par un sommet qui a estimé que c'était utile et qui à la fin se fait entre quelques personnes, ça ne fait pas avancer. 250 exposants. Moi, je pense que si on avait effectivement impacté le grand public et que les Béninois s'intéressaient au consommation local, ça serait peut-être un peu un événement à l'image des Voting Days. C'est-à-dire qu'on devait avoir une très grande foire où il y aurait 10 000 exposants. Mais vous voyez bien qu'avec 250 exposants, on n'est pas... Il faut bien un espace pour accueillir 10 000 exposants. Eh bien, les Voting Days avaient un espace. Eh bien, donc, par conséquent, quand on décide d'avoir un espace, on a un espace. Moi, je pense que la grande masse ne s'intéresse pas à la consommation locale et, de toute façon, il n'y a pas suffisamment de produits que nous transformons ou que nous produisons pour intéresser. Est-ce que ce n'est pas trop tôt d'évaluer justement le chemin parcouru? Ce n'est que 5 ans quand même et on ne change pas les habitudes de grands hommes en 5 ans. Il n'y a pas de chemin à parcourir. Il faut déjà que dans le cadre des consommations locales, au niveau de l'État central, il y a des décisions. Aujourd'hui, nous apprenons que bon, bientôt la viande ne sera plus importée, enfin le poulet ne sera plus importé. Voilà les genres de décisions qui impactent positivement nos habitudes alimentaires. On va pas tout interdire avec un claquement de doigts quand même. Ça devrait être possible. Ah oui? Du jour au lendemain? Pas du jour au lendemain, mais progressivement. Mais est-ce que depuis 5 ans, vous avez le sentiment que quelque chose a été interdit, remplacé? Vous voyez, il a suffi qu'il y ait une petite guerre en Ukraine pour que tout le monde panique parce qu'il n'y a plus le blé et qu'on ait le pain alors que nous avons le manioc, alors que nous avons le maïs, alors que nous avons beaucoup de céréales qui sont susceptibles de nous procurer du pain et même davantage que le pain. Mais le problème c'est qu'on a des solutions qui sont proposées, mais les populations ne l'adoptent pas parce que je sais que l'idée du pain fabriqué à partir d'une farine de manioc existe, mais a de la difficulté à prospérer en dépit, je dois dire, de la montée du prix du pain fabriqué à base de blé. Donc le comportement de citoyen aussi. Moi je pense que si on cessait de laisser le blé entrer dans notre pays aujourd'hui, au bout de 3-4 ans, les Béninois changeront leurs habitudes alimentaires et remplaceront le blé par autre chose. Mais si on continue de laisser le blé venir, ne comptez pas sur les gens pour y renoncer. C'est un peu ça ce que je dis. Donc, il faut que ce soit au niveau de l'État qu'on prenne la décision de laisser, de fermer la porte à un certain nombre de produits manufacturés que nous consommons abondamment parce que nous enrichissons les industries qui sont installées à l'étranger. Regardez le lait que nous consommons, le sucre que nous consommons, et tout ça vient de l'étranger. Regardez le nombre de liqueurs qui sont de qualité moindre que ce que nous pouvons produire. Fabriqués sur place. Et qui sont importés à coût de milliards. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est plus une politique nationale décidée par l'État qu'une question de foire périodique pour essayer de changer l'ordre. Vous n'êtes pas content, surtout qu'on s'intéresse à 2-3 domaines. Justement parce que quand on dit consommation local, on va tout de suite d'abord l'alimentation, puis après le vestimentaire et puis le spectacle. Oui, il n'y a véritablement pas autre aspect sur lequel on peut parler de consommation locale, non? Non, c'est surtout sur ces aspects-là. Et c'est pourquoi je vous dis, ici, c'est à toute petite échelle que pendant un mois, dans un cadre défini, on essaye d'intéresser les visiteurs qui veulent bien s'y rendre à un certain nombre de produits. L'impact ne sera pas véritablement ressenti. Par contre, dans le cadre
cadre d'une politique nationale, on peut décider de mettre un terme à un certain nombre d'importations. Et ça va changer l'ordre des choses. Parce que quand vous n'avez pas un produit donné, ben vous cherchez un produit de substitution dans ce que vous avez sur le plan local. Oui, mais la politique d'interdiction telle que vous la souhaitez, ça va être à la fois difficile, non? Parce que non seulement il faut faire face au lobby, mais en plus il faudrait que tout de suite, les devises que cela rapporte à l'économie nationale et aux caisses de l'État puissent, ma foi, trouver d'autres sources pour pouvoir continuer à tenir la maison. Et les Parce que quand on interdit par exemple l'importation de produits carnés congelés, comme vous le dites par exemple, c'est quand même beaucoup de milliards en termes d'impôts pour les caisses de l'État. Dès lors qu'on l'interdit, il faudrait qu'à l'intérieur, on ait quand même, je dois dire, quelque chose qui procure ces revenus-là. Comment on fait cet équilibre? C'est compliqué. Ben, si nous produisons et que nous transformons sur place, nous gagnons encore plus que si nous importons. Ça, c'est clair. Donc aujourd'hui, si on dit qu'on n'importe plus les poulets et les œufs, par exemple, et que sur le plan national, nous en produisons suffisamment au point de pouvoir en exporter, vous imaginez bien que ça nous fait gagner plus d'argent que si nous en importons. Donc, il faut, déjà, c'est vrai qu'il ne suffit pas d'interdire, il faut aussi, par une politique nationale d'anticipation, trouver le moyen de produire suffisamment ce qui nous suffit sur le plan alimentaire et que nous pouvons ensuite exporter. Vous savez que si nous décidons, par exemple, d'inonder le marché du Nigeria, ça suffit très largement pour consommer une partie très importante de ce que nous pouvons produire. Donc, le marché existe et nous n'en profitons pas. Pour la simple raison que nous sommes dans la facilité qui nous permet d'importer et de consommer. On ne peut pas aussi interdire parce qu'il faut faire déjà un travail préalable d'organisation à l'interne. Je ne sais pas si c'est fait concernant les produits. Ah si, c'est fait. Ah si, c'est fait. Il faut déjà s'organiser. La dernière sortie du ministre de l'Agriculture récemment a montré que oui, effectivement, on se prépare à passer cette étape-là avec succès. Et je pense qu'on peut le faire pour beaucoup d'autres produits. C'est vrai qu'on parle de la politique du consommation local et on reproche justement aux produits africains de trop importer des produits venus d'ailleurs. Mais il n'y a que non seulement on ne consomme pas ce que nous produisons nous-mêmes, mais c'est que nous ne consommons pas aussi ce que nos voisins produisent. Entre les États, c'est déjà difficile de pouvoir échanger, un État africain, je veux dire, c'est déjà difficile d'échanger, je dois dire, les produits afin de favoriser une économie sous-régionale qui monte. Les citoyens sont malléables. Les citoyens sont réceptifs à la politique que l'État promeut. Donc, encore une fois, il appartient à ceux qui dirigent la République de trouver le moyen de régler ce genre de choses, parce que nous, quand on nous impose cette condition, nous n'avons pas le choix. Le consommateur n'a pas le choix. Il ne consomme que ce qui est disponible. Il ne consomme que ce qu'il a sous la main. Donc, si, dans le cadre de la politique sous-régionale, nos États, au lieu de se donner la main pour que les produits qui sont produits au Niger, au Burkina Faso, au Mali, au Togo ou en Côte d'Ivoire, puissent circuler plus facilement, ainsi que le protocole de la CEDEAO l'a décidé depuis longtemps. Mais si ça ne se fait pas, ce n'est pas la faute des populations, ce n'est pas la faute des citoyens, c'est la faute de ceux qui, de temps en temps, se regroupent et décident de ce genre de choses sans mettre en œuvre les moyens qui permettent d'atteindre des résultats précis et concrets. Donc, il appartient à ceux qui dirigent de prendre les mesures qu'il faut pour que nous puissions avoir dans nos assiettes ce qui est produit chez nous, ou au moins, tout au moins, dans la sous-région. On a dit souvent que nous ne produisons pas suffisamment. C'est de le risque que d'interdire. Oui, parce que nous ne produisons pas suffisamment. C'est pourquoi je vous dis, il faut une politique préventive. D'abord, regardez nos plantations. Nous n'avons pas d'exploitation agricole. Nous n'en avons pas. Nous avons, ce que nous avons aujourd'hui, ce sont des exploitations familiales. Ce sont des toutes petites exploitations familiales. À quoi servent les ingénieurs que nous formons? Je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, l'État peut aussi, comme on en a connu par le passé un modèle, sous la Révolution, il y avait des fermes d'État. Aujourd'hui, l'État n'est plus dans le commerce, donc on ne peut plus dire
qu'on ait des fermes d'État. Mais on peut au moins faire en sorte que les personnes qui sont formées, qui ont un certain nombre de profils, puissent se regrouper et gérer ensemble de très grandes étendues de terre. Je veux dire, il faut des exploitations qui nous permettent... Mais l'on n'aime pas travailler ensemble. Mais c'est à l'État de décider de les mettre ensemble. Avec une loi, on ne peut pas... Ça devait le comportement social. Ça devait être possible de créer des structures qui, ma foi, soient des sortes de, on va dire, d'associations qui permettent à des professionnels de travailler ensemble pour produire à très grande échelle. Nous n'avons pas ça. Et tant que nous n'aurons pas ça et que ce sont nos petites entreprises familiales qui vont nourrir tout le monde, on ne pourra jamais décider d'arrêter l'importation d'un certain nombre de choses. Et ça, je ne pense pas que ça soit tout à fait impossible. D'abord, la terre existe. Les compétences devraient exister puisque nous sortons des ingénieurs agronomes chaque année. Il y a des économistes qui sortent chaque année. Il y a des exploitants agricoles de tout genre. Il y a tous les profils qu'on forme chaque année. Et même s'il n'y en avait pas, il appartient à l'État de décider de les former et de faire en sorte que nous ayons la main d'œuvre sur toute la chaîne qui permet d'avoir des exploitations de très grande échelle. Vous voyez, quand ça n'a pas commencé, tout le monde peut se dire, je ne sais pas ce que c'est. Parce que nous parlons de quelque chose qu'une personne ne peut pas tenir. Nous parlons de quelque chose que c'est toute une coopérative de grands professionnels qui peuvent tenir. Et ça, il appartient à l'État de l'organiser parce que nous avons des fonds aujourd'hui qui sont disponibles pour aider les personnes qui s'engagent dans les entreprises agro-pastorales. Ces fonds devraient permettre de créer ce genre de coopératives qui permettent d'installer on va dire des consortiums sur des centaines, même des milliers d'hectares pour produire à très grande échelle ce qu'il faut pour nourrir amplement la population béninoise et exporter même autant que nous pouvons. Parce que nous en sommes encore à ce stade où, dès que nous changeons de saison, la période de soudure nous empêche d'avoir du maïs à un coût abordable. Et ça, je pense que c'est un problème dans un pays comme le nôtre où la terre est en train de dormir, elle est en jachère. Les professionnels sont plus dans les bureaux, à l'Assemblée, au gouvernement ou ailleurs que sur le terrain. Il faut déjà peut-être jeter un coup d'œil du côté de comment est-ce qu'on nous forme, de comment est-ce que nous allons à l'école. Si tout ce que nous apprenons à l'école est très administratif, c'est évident qu'à l'issue donc des études, on a des profils qui ne voient pas dans la prise de risque et dans l'entreprise des chemins pertinents pour une prospérité. Et ça, c'est un véritable problème. Je comprends ce que vous dites, parce que je ne connais pas d'ingénieur agronome du moins, qui fasse pousser des plantes au quotidien. Ils sont dans la conception, ils sont dans la coordination, dans l'assistance technique, bon, ils sont dans les bureaux et dans les voitures 4x4. Mais il y en a qui quand même si c'est de petites exploitations, comme on ne devrait pas avoir de petites exploitations lorsque nous avons autant d'ingénieurs agronomes. Nous pouvons avoir aujourd'hui des ingénieurs qui se mettent par dizaines ensemble pour travailler et se valoriser même, par là même, se valoriser. Parce que si ceux qui ont appris à faire pousser une plante sont dans les costumes et dans les bureaux, vous comprenez que les petits techniciens qui sont sur le terrain ne peuvent donner que ce que leur niveau réel leur permet de donner. Donc, il faut accepter de se salir les mains quand on est un ingénieur agronome parce que ce qu'on a appris, c'est fait pousser la plante. Je ne suis pas tout à fait sûr. C'est des cadres de conception. Les cadres de conception ne peuvent pas descendre dans la boue, remuer truelle et ciment, etc., etc. Ils sont des cadres de conception, ils sont en haut. Et donc, on devrait normalement laisser la main à ceux qui sont en bas de faire le travail à la fin, non? Oui, c'est ce que je vous disais. Ceux qui ont la compétence ne sont pas sur le terrain. Et ceux qui sont sur le terrain n'ont pas la compétence. Un joli système. Nous avons un problème. Un joli système. Nous avons un problème à régler. Et ce problème va consister à former des ingénieurs qui ne sont à l'aise que dans les champs.
Voilà. Okay. Oui, mais en même temps qu'on dit il faut produire, il faut consommer, nous nous fermons au marché international et eux ils ont besoin aussi de faire venir. C'est une question de diplomatie aussi. On sait qu'en matière de diplomatie, les pays africains notamment pour la promotion du consommation local n'ont pas les ressources solides pour faire face au lobby de puissance économique, de puissance étrangère. Je veux parler militaire, je veux parler politique, je veux parler diplomatique, etc. On a beau chanter ça, mais à la fin, on aura très peu de marge de manœuvre. Et je pense que vous touchez là un problème assez important. Un problème qui fait que depuis 1960, nous n'avons pas d'hôpitaux de référence. Qui fait que depuis 1960, nous n'avons pas d'exploitation. Qui fait que depuis 1960, nous n'avons pas de centrales électriques qui nous permettent d'être autonomes. Qui fait que depuis 60 ans, nous n'avons pas ce qu'il faut pour produire suffisamment d'eau et nous mettre tous à l'abri. Ouais, c'est un peu ça, effectivement, le problème qui nous arrière. Mais je pense qu'aujourd'hui, les dirigeants commencent par comprendre. Il y en a qui commencent par comprendre. Parce que tant qu'on n'aura pas fait courageusement face à ces lobbies-là pour leur couper le biberon, nous ne serons pas sortis de l'auberge. Je vous ai parlé de la situation sanitaire dans laquelle nous sommes et qui nous oblige à faire la promotion de la césarienne qui va enrichir les industries là-bas. Nous consommons les médicaments des autres alors que nous avons plus, nous avons mieux que ça chez nous et nous faisons fonctionner leurs industries là-bas. Nous importons la nourriture alors que nous avons des champs qui nous permettent de produire bien et de produire mieux, de produire bio. Et nous importons les OGM des autres parce que les lobbies nous l'imposent. Je pense qu'il faut à un moment décider de faire face aux lobbies. Même en Europe, les paysans, à un moment, ont été confrontés à ce genre de problème entre les États. Et aujourd'hui, si nous sommes en retrait complètement de ce combat qui avait alimenté comment vous les appelez, on les appelait les altermondiistes. Si les personnes qui avaient lutté contre les OGM, qui avaient lutté contre la mondialisation, sont en Europe, et ont mené ce combat il y a très longtemps, et que nous autres, nous sommes encore dans la consommation, et que ça ne nous pose aucun problème de consommer l'OGM des autres, et même quand ils nous l'imposent, nous sommes bien contents. Le maïs OGM, nous sommes bien contents de le consommer, alors que nous avons suffisamment de terre, nous avons suffisamment de technologie ancestrale même, pour produire bio et manger sain. Mais nous nous empoisonnons parce que les autres ont besoin de vendre des produits qui nous permettent d'enrichir nos productions, et ces produits sont des poisons, mais nous les prenons quand même parce qu'on nous les impose. Je crois qu'il faut à un moment que nous fassions face, à ce péril des lobbies, et que nous puissions vraiment là où c'est un peu difficile d'être nous-mêmes. Là où c'est un peu difficile, c'est que quand on pouvoir décide de faire face à ces lobbies, soit le pouvoir tombe, soit on le dépose, soit il y a une perturbation d'ordre social, etc. On a vu à Dakar beaucoup de bruit provoqué par ceux qui sont actuellement au pouvoir et qui ont arraché le pouvoir à Macky Sall, mais au contact de la réalité, on a commencé à avoir quand même une réaction assez timorée, difficile, et les peloton ont déjà commencé. On a des dirigeants, quand ils sont dans l'opposition, très bien inspirés, mais face à la réalité, ont quand même des limites. Et c'est ça aussi le pouvoir. C'est ça aussi le pouvoir, et ce qui ferait peut-être la différence, c'est peut-être, je dis peut-être, j'en sais rien, mais je suppose que, puisque ça a fait ses preuves au Brésil par exemple, que nous puissions élire parfois des présidents qui n'ont pas fait le cursus classique qui les a amenés à faire des études supérieures jusqu'à un certain niveau, parce que les études supérieures conditionnent les cadres dans la gestion des affaires publiques. Ceux qui ont fait de hautes études ne sont pas capables de faire de la révolution, ne sont pas capables de prendre des décisions qui les coupent complètement. Parce qu'ils ont été, comme c'est des cas, ils ont été formatés. Comme c'est des cas, ils ont été justement formatés. Ils ont été formatés dans un cadre. Donc, eux ne consentent même pas qu'on aille jusqu'à couper quoi que ce soit, qu'on aille jusqu'à combattre les lobbies. Ils ne peuvent pas imaginer ça, parce que pour eux, c'est inimaginable. Donc, il faut parfois que des gens qui viennent d'en bas, qui ont des idées révolutionnaires, puissent
arriver un jour aussi au pouvoir pour montrer un peu de quoi ils sont capables et que nous cessions de considérer les PhD, que nous cessions de considérer les agrégations comme les baromètres de la capacité. Voilà. Au niveau du pouvoir, on n'en a pas vraiment besoin. Ce dont on a besoin, c'est des idées. Ce dont on a besoin, c'est de la volonté d'en découdre et c'est surtout un sentiment de nationalisme très poussé qui met un terme à un certain nombre de dérives que nous observons parce que nous sommes sous la pression et que les lobbies étrangers nous mettent toutes les pressions nécessaires pour que nous vivions à la façon dont eux, ils souhaitent que nous vivions. Oui, mais ce qui favorise aussi notre propension à consommer ce qui vient d'ailleurs, c'est que justement ce qui est produit sur place, on ne le trouve pas de bonne qualité, de bonne facture, et parfois même c'est de façon expédiée ou la finition pour ce qui est de produits qui ne sont pas directement, mettons, consommables par la bouche. La finition est toujours un problème, de difficulté. Et c'est là où ça repose. Et c'est là où se pose le problème des formations. Oui. Vous voyez, quand je prends le métier à tisser de nos braves mamans d'il y a 100 ans, ça n'a pas évolué. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Resté manuel. Voilà. Mécanique. Et pourtant, il y a des techniciens qui sont formés à l'université chaque année et qui auraient pu déjà moderniser ça à un tel point qu'on n'ait plus besoin de continuer de tisser le tissu de cette façon. Tout en ayant la même qualité du tissu. Vous voyez? Donc, nous ne formons pas les personnes qui puissent transformer notre environnement. Il faut créer les lycées techniques. Il faut créer énormément de lycées techniques. Et je pense que le gouvernement a bien raison, le chef de l'État en tout cas a bien raison de penser que c'est le socle même, on va dire, de cette indépendance qui nous permet de fabriquer ce que nous consommons. Et je pense que c'est ce qui peut promouvoir le consommation. Oui, mais faire de la formation politique, de la formation technique, je veux dire, c'est très coûteux et on comprend bien pourquoi nos dizaines de lycées promis ne sont pas encore là. Oh non, je ne pense pas que ce soit une question d'argent, parce que, enfin, du point de vue des citoyens, peut-être que vous pourrez dire que l'État manque d'argent pour construire les lycées. Pour construire les lycées. Non, là, on est encore à chercher, à mobiliser les ressources, comme on dit, pour ne pas casser un peu les difficultés qu'on a. Est-ce que c'est véritablement ça? Parce que moi, j'ai l'impression que si on attend des ressources extérieures pour construire nos lycées, nous attendrons longtemps. Ça, c'est clair. Ah, mais parce que les autres n'ont pas très envie de nous voir aller sur ce terrain-là qui nous libère. Donc, je pense que c'est sur des fonds propres que nous devons surtout penser à construire nos lycées. Mais je pense aussi que ce n'est pas un problème pour, on va dire, les citoyens, parce que, bon, les enfants, pour des formations en DRH, en assurance et en banque, payent des millions par an pour la scolarité. Donc, je pense qu'on peut effectivement payer des cours comme il faut dans un lycée, mais il faut également que ce soit d'abord l'État qui mette ces structures-là en place. C'est une question de conception aussi et de façon de voir, parce que le parent qui débourse 1,5 million pour la scolarité annuelle de son enfant, qui doit faire DRH, attend justement qu'à la fin, l'enfant décroche un job qui lui permette de porter cravate et de bien s'habiller. Alors, si vous demandez à ce même parent de laisser son enfant aller dans un lycée de la scolarité à 1,5 million, mais qui finira par aller retourner la terre, il va se dire pourquoi est-ce que je fais ça et pourquoi vous me demandez ça? Alors, cette question peut être réglée de plusieurs façons. Déjà que lorsque l'enfant a étudié, a appris à faire pousser une plante, ce n'est pas forcément avec une roue qui s'en va travailler dans les champs. C'est une façon d'aller. Il y a aujourd'hui des méthodes, moyens techniques très modernes qui permettent à n'importe qui. Mais là, on va encore importer, ça c'est clair. Ah ben ça, on n'a pas le choix. Encore que nous avons les moyens de fabriquer. Nous avons une usine aujourd'hui sur la route de Ouida qui fabrique des machines agricoles. Donc, qui monte des machines agricoles. Et c'est déjà un pas. Ça veut dire que ce que nous montons, nous pouvons progressivement trouver le moyen de nous approprier la technologie qui nous permet de monter. Encore que, il faudrait qu'il y ait des gens
qui, dans un esprit de suivi, puisse, à partir du moment où nous avons commencé par monter, fasse ce qu'il faut d'ici peut-être 10 ans pour que nous n'ayons plus du tout à importer quoi que ce soit, mais à tout fabriquer chez nous. Nous avons de l'or, paraît-il, à Perma, c'est dans les cahiers seulement que ça se trouve. Nous avons du fer, paraît-il, à l'exploitation sauvage. C'est seulement dans les cahiers que ça se trouve. Mais depuis que moi je suis tout gamin, on m'a parlé de l'or et du fer et je n'ai jamais vu. Le pétrole de sémence, ça ne ment pas. Hein? On a quand même les pipelines du Niger qui débouchent sur les pipelines du Niger. Donc, non, qu'est-ce que nous transformons? Qu'est-ce que nous transformons? Est-ce que nous n'avons jamais formé des gens qui soient susceptibles de transformer le fer, de l'exploiter, de l'extraire? Nous n'avons jamais formé des gens qui puissent le faire. Alors pourquoi le fer de Lumbu Lumbu n'est que dans les cahiers des enfants? C'est ça aussi, parce que si à partir de nos métaux, à partir de nos minerais, à partir de nos mines et de nos ressources naturelles, nous ne pouvons pas implémenter notre vie, alors qu'il y a des doctorats dont les thèses remplissent les tiroirs. Et il y a un problème, parce que lorsque vous soutenez une thèse de doctorat, c'est que vous apportez un élément de plus à ce qui existait déjà pour améliorer davantage les conditions de vie et de travail de vos concitoyens, de vos compatriotes. C'est ça le doctorat. Un doctorat doit créer une idée nouvelle, une formule nouvelle, une technique nouvelle pour impacter la vie des citoyens. Il y a des docteurs à tous les coins de rue, mais leur doctorat, ça sert à quoi? Leur thèse, ça sert à quoi? Il faut bien que nous le sachions. Donc, si ces thèses-là ne servent à rien, c'est qu'il faut réorienter complètement le système scolaire de manière à former des personnes dont le doctorat nous permet d'avoir des idées révolutionnaires pour changer notre environnement et impacter notre vie durablement. Et c'est ça le défi que nous avons à relever pour les années qui suivent. Adessi Carlos Oké, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir. À jeudi prochain.